serveur Microsoft, la composante droit d'usage en fonction du nombre des utilisateurs. Donc en général, le modèle de licence serveur Microsoft, il faut acheter des licences serveurs pour le produit qui va fonctionner sur le serveur. Et puis pour chacun des utilisateurs, il va falloir acheter des licences d'accès client des CAL. Il y a deux types de CAL. Là aussi, c'est historique. Il y a des CAL donc dites par device ou par appareil, des CAL par utilisateur. Donc l'un ou l'autre des cas était possible. Donc CAL par utilisateur, lorsqu'on achète une CAL par utilisateur, ça signifie que l'utilisateur, quel que soit l'appareil qu'il va utiliser pour se connecter au serveur en question, eh ben, il sera couvert avec sa licence d'accès client. Inversement. Et donc c'est des scénarios qui sont intéressants si on a des utilisateurs qui peuvent utiliser plusieurs appareils, plusieurs PC, plusieurs types de terminaux pour se connecter au serveur. Autre scénario, les CAL par appareil, par device, où là, inversement, on va couvrir chaque appareil d'un droit d'accès au serveur. Et donc, un utilisateur qui se connecterait, qui n'aurait pas de CAL utilisateur et qui utiliserait un de ces appareils couverts avec une CAL appareil, eh bien, sur l'appareil couvert, il a le droit de se connecter au serveur. Si maintenant il change d'appareil, il faudra que cet appareil soit lui aussi couvert d'une CAL appareil. D'accord ? Et donc, c'est des scénarios où on va, pourquoi pas, partager des appareils entre plusieurs utilisateurs. Et donc, il sera plus intéressant économiquement de compter les appareils que de compter les utilisateurs. C'est le principe qui a prévalu à la création de ces deux types de CAL. Changement apporté depuis début décembre, en fait. Le changement porte sur une différenciation entre ces deux CAL. Ces CAL, je vais l'expliquer, elles ont une différence en termes de nature. Elles n'avaient pas de différence en termes de prix. C'est-à-dire qu'une CAL device, une CAL appareil, une CAL utilisateur, c'était le même prix. Parce que ce modèle est arrivé, a été créé à une époque où, en gros, en général, un utilisateur, un appareil. Il n'y avait pas une multiplication d'appareils. Et aujourd'hui, c'est le cas. Dans vos entreprises, vraisemblablement, vous le constatez, mais en moyenne, on trouve entre 2 et 4 appareils par utilisateur. Et un appareil, c'est un PC fixe, un PC portable, mon smartphone, une tablette, ou plusieurs, etc. Et donc, on arrive assez vite à une multiplication du nombre d'appareils. Donc pour prendre en compte cette évolution des tendances et des usages, Microsoft a différencié donc ces CAL utilisateurs et ces CAL appareils avec un impact direct qui est visible, pour ne pas le cacher, qui est une augmentation du prix des CAL par utilisateur, donc qui, elle, augmente de 15%, alors ont augmenté en fait, ça date du 1er décembre, et donc qui vont, la fonction de ces deux CAL ne change pas. Une CAL utilisateur permet à un utilisateur de se connecter à autant d'appareils, au travers d'autant d'appareils sur son serveur qu'il le souhaite. Une CAL appareil permet à un appareil de se connecter sur un serveur. Mais donc il y a une différence sur ces CAL utilisateurs. Pour les produits qui sont listés là, alors très honnêtement, il y a la quasi-totalité des produits qui sont serveurs qui sont concernés par cette évolution. Et en termes de programme, donc ça c'est les produits, en termes de programme pour acquérir cette différenciation de CAL device, CAL utilisateur, elle existe dans la plupart des programmes, à 3 exceptions notables, d'ailleurs dont 2 vraiment, parce que la dernière qui s'appelle Charity, elle n'existe pas en France. Elle existe donc dans 2, elle n'est pas appliquée dans 2 programmes. Le programme donc, qui est dit académique, qui est le programme d'acquisition de licence qui s'adresse au monde de l'éducation en France. Large bande. Et le programme qui s'appelle SPLA, alors SPLA c'est un acronyme pour Service Provider License Agreement, c'est un programme de licence qui doit avoir maintenant une petite vingtaine d'années, et qui est en fait un programme destiné aux hébergeurs, donc aux sociétés qui offrent qui hébergent des data centers ou des serveurs pour des clients, et dans le cadre de cet hébergement, qui intègrent des logiciels Microsoft, du Windows Server, de l'Exchange, du SQL, du SharePoint, que sais-je, d'accord, et qui fournissent à leurs clients un service packagé. Le logiciel c'est un petit bout, mais au-dessus il y a les bons hommes, les mètres carrés, les serveurs, tout ce qu'on veut, qui va autour, classiquement. Et donc ce programme SPLA est destiné à cette population d'hébergeurs, et en l'occurrence cette distinction entre CAL utilisateur, CAL device ne s'applique pas dans le cadre du programme SPLA. Deuxième élément concernant les CAL. On a parlé là de CAL, du principe des CAL, des licences d'accès client. Et des licences d'accès client, il y en a pour tous les serveurs. Les licences d'accès client Exchange, Windows, Server, SharePoint, Link, etc., etc. Il existe aussi des packages de CAL, ce qu'on appelle des suites de CAL. Et donc il y a 2 suites de CAL essentiellement concernant Microsoft. Donc une première suite s'appelle la Core CAL Suite. Qui connaît la Core CAL Suite parmi vous? Est-ce qu'il y en a? Bon, alors, très peu. Donc il s'agit d'un package. Donc dans ce package, voilà, on trouve toutes ces CAL. Elles sont rassemblées, c'est-à-dire qu'on achète une Core CAL Suite
Et avec cette Core Cal Suite, on acquiert dans le package l'ensemble de toutes ces cales à la fois. Bien. Donc, alors il y a une petite modification sur cette Core Cal, une modification de nom sur un des composants. Donc ce composant qui s'appelait auparavant Forefront Endpoint Protection, d'accord, le dernier là en espèce de vert, celui-là n'est pas remplacé, mais son nom change, devient System Center Endpoint Protection. Donc le composant poste de travail, vous avez vu tout à l'heure, j'en ai présenté 3 pour la partie poste de travail, celui du milieu, Endpoint Protection, c'est celui-ci. Et donc c'est cette composante-là qui maintenant est dans la Core Cal. C'est juste un changement de nom. Quelques changements un peu plus importants sur l'Enterprise Cal Suite. Alors là, j'ose pas vous demander qui dispose d'une Enterprise Cal Suite, si, est-ce que par hasard, il y en a un qui serait perdu? Non. Non, personne ne s'est perdu. Donc l'Enterprise Cal Suite, c'est cette famille de cales. En gros, toutes les cales Microsoft sont dans ce package. Donc c'est effectivement une suite de cales très, très, très importante, très riche. Alors, un certain nombre d'évolutions, là, par contre plus importantes sur la partie Enterprise Cal Suite, très rapidement. Il y a d'une part, il y avait 2 composants qui étaient des composants liés à Forefront. Avec Forefront, c'était la famille des produits de sécurité Microsoft. On a parlé de System Center, qui est la famille des produits d'administration. Il y avait Forefront. Forefront a suivi une petite évolution en fin d'année 2012, et un certain nombre de ces composants maintenant ont été intégrés directement dans les produits qu'ils servent à sécuriser. D'accord, c'est plus des produits qui s'acquièrent séparément, on les a directement mis dans les serveurs Exchange, dans les serveurs SharePoint, etc. Et donc ils disparaissent en tant qu'unité élémentaire. Donc, en l'occurrence, les 2 briques qui étaient là en rose en bas, elles disparaissent. Et on a une brique qui arrive ici, qui est une nouveauté qui s'appelle Exchange Online Archiving. Alors Exchange Online Archiving, c'est une nouveauté qui vient en fait avec l'arrivée et la sortie d'Exchange 2013. Et donc un composant qui va permettre de pouvoir fournir des services de stockage dans le cloud, à partir donc fournir des services de stockage à un serveur Exchange. Donc permettre de faire du stockage à l'extérieur du data center dans un mode, pourquoi pas, donc géographiquement déporté, donc assurer des backups sécurisés. Donc cette composante-là, c'est une nouveauté et elle arrive avec 2013, d'où l'évolution. Voilà, sur cette partie serveur et évolution donc, qui ont eu lieu en 2012, hein, voilà ce que je voulais dire. Alors certes, très rapidement, avant de rentrer donc, dans cette deuxième partie, donc, qui est plus liée à 2013 et qui est très marquée, bien sûr, par les évolutions d'Office et l'arrivée donc de ce nouvel Office. Alors Microsoft, aujourd'hui, et c'est pas d'aujourd'hui, Microsoft développe depuis plusieurs années une stratégie qui vise à permettre à ses clients d'avoir le choix entre un modèle d'utilisation de logiciels sur les postes de travail, sur les serveurs de l'entreprise, le modèle classique de Microsoft, hein. Donc en développant des logiciels, tels que depuis maintenant 30 ans, un peu plus, Microsoft le fait, d'accord? Des choses qui s'installent sur vos PC, sur vos serveurs. Et donc depuis plusieurs années, Microsoft a engagé un mouvement, donc une stratégie vers le cloud, mais un mouvement qui est un mouvement pour offrir le choix. Et donc qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, au fur et à mesure, Microsoft construit une offre de services dans le cloud qui va permettre en fait d'effectuer presque un miroir de ce qu'on trouve en dessous, afin de permettre aux entreprises de choisir: est-ce que je souhaite que ma solution de travail collaboratif ou de messagerie, c'est moi qui l'héberge chez moi, ou est-ce que je veux la faire héberger dans le cloud public Microsoft et m'intégrer dans cette tendance qu'on voit arriver du cloud computing depuis de nombreuses années. Et donc ce miroir vise à rendre complètement, je dirais, homogène les 2 pans de l'offre, aussi bien en logiciel qu'en termes de services, pour que le choix soit un vrai choix. D'accord ? Et ça, c'est un vrai élément différenciateur de Microsoft, de sa stratégie, par rapport à d'autres acteurs qui ont des stratégies complètement cloud. Là, aujourd'hui, dans le cadre de cette stratégie Microsoft, vous avez le choix de pouvoir décider de mettre tout ou partie, hein, c'est pas je garde chez moi ou je vais dans le cloud. Vous allez pouvoir répartir selon vos contraintes, selon vos besoins, soit en continuant à installer les logiciels sur vos serveurs sur le poste de travail, soit en basculant pour une partie dans le cloud.
Et quand je dis pour une partie, ça peut vouloir dire, par exemple aussi, j'ai des serveurs, j'utilise SharePoint dans mon entreprise, et bien j'ai un certain nombre de serveurs SharePoint et d'éléments de SharePoint que je souhaite conserver sur mes serveurs à moi, parce que les données ont un caractère privé, confidentiel, etc. Je ne souhaite pas les mettre dans le cloud. Et puis pour une autre partie de mon organisation et de mes informations, j'ai des données que il n'y a pas trop de problème à les mettre dans le cloud Microsoft sur du SharePoint. Et donc, on va vraiment assurer des environnements hybrides qui vont pouvoir fonctionner sur ce modèle-là, complètement interconnectés. Donc, ça, c'est la stratégie de Microsoft. Alors, un petit point juste de vocabulaire, on le voit là sur la partie du haut, j'ai mis Microsoft Cloud Service. Les services cloud Microsoft aujourd'hui, donc qui sont mis sur le marché, il y en a 4 grandes familles. Il y a la famille Office 365, c'est celle dont on va parler. Il y a la famille Windows Azure. Donc là, on va tomber sur des services. Qui connaît Windows Azure dans la salle? Ah, écoutez, très bien. Donc les services Windows Azure, donc qui sont une offre de cloud computing Microsoft, alors à multiples facettes, mais qui va permettre entre autres de développer